Nous en venons maintenant à un changement d'un type un peu particulier, puisque il concerne celui-là la relation à l'autre, la relation aux autres, et c'est donc tout le problème des phobies sociales. Phobie sociale, le terme fait parfois peur, compte tenu de ce qu'il comporte de menaces d'exclusion dans une société qui prône le tout communication. En fait, il s'agit d'une entité très large qui peut aller de la simple timidité, la crainte de rougir en public par exemple, jusqu'à cette peur panique de l'autre qui mène tout droit à l'isolement. Les phobies sociales offrent surtout ceci de particulier qu'elles sont à la fois des phobies comme les autres, mais des phobies pas comme les autres. Phobies comme les autres dans la mesure où on y trouve, comme dans toutes les phobies, un terrain d'attente anxieuse, la dramatisation exagérée d'une situation perçue comme banale par la plupart des individus, un état de panique en présence de cette situation, et surtout, pour finir, l'impossibilité d'aborder cette situation, ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement étant en fin de compte le symptôme déterminant qui permet de différencier la phobie de la peur ordinaire. Mais aussi phobie pas comme les autres, tout simplement parce que les autres ne constituent pas un objet phobique comme les autres. Dans la plupart des phobies, l'objet phobique, même s'il conserve un certain degré d'imprévisibilité, comme c'est le cas pour un animal ou un voyage en avion, reste tout de même contenu à l'intérieur d'un certain type de probabilité. Tout autre est l'attitude d'un être humain qui va disposer à votre égard d'un éventail de comportements et d'une liberté telle qu'elle est susceptible de remettre en cause jusqu'à l'image que vous avez de vous-même. L'objet phobique ne vous regarde pas, ne vous juge pas, ne vous défie pas. L'objet de la phobie sociale vous regarde, vous juge, vous défie. Et l'on ne sait jamais de quelle façon il vous regardera, vous jugera, vous défiera. D'où la nécessité de considérer la phobie sociale à la fois comme une vraie phobie, avec ce qu'elle comporte de souffrance et de limitation, mais aussi d'envisager une approche spécifique partant de ce constat que la peur des autres ne se soigne qu'avec les autres. Autrement dit, il serait illusoire de prétendre traiter une phobie sociale uniquement par une thérapie individuelle, aussi bien menée soit-elle. Il va falloir tenir compte de la mouvance et de la diversité des cibles, mais surtout des incessantes interactions entre le phobique et ses objets, et encore plus du fait que ces interactions ont plus à voir avec un jeu d'images qu'avec des confrontations réelles. Pour être clair, premièrement, le phobique ne sait pas, le phobique social, ne sait pas de quelle façon il est d'emblée perçu par son interlocuteur. Il l'imagine seulement, et nécessairement dans un sens négatif, compte tenu de ses prédispositions anxieuses. Deuxièmement, il sait encore moins comment vont être reçues ses paroles et son attitude, tout étonné de constater que sa voix qu'il a voulu neutre va être entendue comme agressive ou que son attitude réservée va être interprétée comme un certain mépris. Troisièmement, du coup, il ne comprend pas les réactions qu'il a pu provoquer. Il les comprend d'autant moins qu'il va les interpréter à travers son propre filtre et donc de façon défavorable. Quatrièmement, ceci va le conduire à réagir de façon inappropriée, puisqu'il se sent lui-même agressé, renforçant sa conviction que, décidément, il n'est pas fait pour vivre avec les autres. Encore sommes-nous restés là sur un plan conscient, alors que nous savons comment le jeu des images et des identifications peut venir compliquer les relations interpersonnelles apparemment les plus codifiées. C'est ainsi qu'interviennent les groupes de parole. Né précisément de cette conviction que la peur des autres ne se soigne qu'avec les autres, et dans un contexte aussi proche que possible de la réalité vécue. La méthode des groupes de parole est inspirée du psychodrame de Moreno, tel qu'il a été popularisé en France par Anne Schutzenberger. Le groupe de parole va se dérouler en 3 étapes.
Premièrement, un temps de prise de parole qui va permettre aux participants de constater que la problématique dans laquelle ils se débattent n'a rien d'extraordinaire, puisqu'ils vont la retrouver, avec des modalités différentes d'ailleurs, mais chez les autres membres du groupe. Deuxièmement, le jeu de rôle proprement dit, qui va donner la possibilité à l'un des protagonistes de reproduire une scène vécue ou anticipée face à des partenaires qu'il aura choisis dans le groupe et qui vont jouer le rôle du patron, de la secrétaire, du père, de la mère, de la sœur, de tous les protagonistes que vous pouvez envisager. Ce qui va donner effectivement à l'acteur principal la possibilité de renouer avec ses propres émotions, mais aussi de comprendre les réactions que son attitude, le ton de sa voix, son discours peuvent susciter chez ses partenaires. Troisième temps, ce sera le temps d'analyse, une fois la scène terminée, qui s'inspirera à la fois des observations des participants, des observateurs, et puis aussi des commentaires des deux psychologues qui sont censés effectivement animer et superviser le groupe. Alors, quels sont maintenant, sur le plan des modalités pratiques, le fonctionnement, quel est le fonctionnement de ce genre de groupe? Eh bien d'abord, il ne faut pas un groupe ni trop petit, ni trop nombreux. Et le groupe va comprendre 6 à 10 participants. Il faudra une certaine fréquence. On va considérer que 2 heures tous les 15 jours, ce serait effectivement un bon rythme. Et il faudra surtout, et c'est là où j'insiste beaucoup quand j'essaie de composer un groupe, il faudra surtout une certaine assiduité de la part des membres du groupe, parce qu'il se forme très vite ce qu'on appelle une dynamique de groupe, qui fait que si l'on ne retrouve pas à chaque séance les mêmes composantes, eh bien le groupe a du mal à fonctionner. Donc on va demander aux participants de s'engager pour ce que j'appelle un pack de 6 séances, après quoi, en principe, le problème de la phobie sociale devrait être réglé, du moins, effectivement, dans ses composantes les plus voyantes. Et puis, à la fin de ces 6 séances, eh bien, on fera un compte-rendu qui sera remis aux membres du groupe, assorti d'ailleurs de recommandations qui pourront leur permettre, effectivement, de s'orienter un peu mieux dans la société telle qu'elle est. L'expérience vécue des groupes de parole, après quelques années de fonctionnement, montre qu'on peut atteindre par ce procédé des résultats qu'on n'aurait pas par des thérapies individuelles. Encore que très souvent, il est souhaitable effectivement d'associer une thérapie individuelle avec le groupe de parole. Mais il est clair que le groupe de parole va permettre effectivement d'aller plus loin et surtout d'aller dans un sens un peu plus factuel, je dirais, que la thérapie individuelle qui reste un petit peu quand même du domaine des bonnes intentions.